Bien, madame, monsieur, mes chers collègues, je vous propose de commencer. On essaye d'assurer la liaison qui sera audio maintenant avec monsieur Doll. Problème de liaison. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour une deuxième séquence d'audition en réunion plénière dans le cadre de la mission sur le thème formation, compétences, attractivité. Nos rapporteurs Martine Berthet, Florence Blatrix-Contat et Michel Canévet se sont donnés pour objectif d'approfondir les travaux de notre délégation relatifs aux tensions sur les recrutements et aux pénuries de compétences que rencontrent les entreprises françaises. C'est pas nouveau. En 2019 et 2020, nous avions publié un rapport intitulé « Des compétences de toute urgence pour l'emploi et les entreprises », qui appelait un sursaut pour assurer que notre économie, à l'heure des grandes transitions et de la relocalisation, puisse trouver les talents dont elle a besoin. En 2021, la délégation avait également adopté un rapport sur l'évolution des modes de travail et les défis managériaux visant à tirer les conséquences des changements profonds du travail et des formes d'emploi et à mieux accompagner entreprises et travailleurs. Nous souhaitons aujourd'hui faire le point sur la situation alors que les difficultés de recrutement persistent, surtout dans certains secteurs comme la construction, l'industrie, l'hôtellerie-restauration, on peut dire dans l'économie en général. Par ailleurs, le concept de grande démission s'est invité dans le débat et la quête de sens apparaît encore plus forte. Afin de mener cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette première table ronde dédiée au croisement des approches 3 invités. Madame le docteur Glenda Quantini, économiste senior à l'OCDE, spécialiste des questions d'emploi et de travail, notamment des questions de compétences. Vous avez notamment étudié les systèmes de formation des adultes en perspective internationale et la structure du marché du travail au regard des qualifications. Nous sommes ravis de vous entendre à nouveau aujourd'hui, puisque nous vous avions déjà sollicité en novembre 2019 pour intervenir sur les compétences à l'heure de l'intelligence artificielle. Monsieur Tristan Dupas-Amaury, je salue, chercheur associé au Centre d'études et de recherche sociologique, le CERS, chargé d'enseignement à l'ESCP Business School. Monsieur Dupas-Amaury, vous avez notamment publié plusieurs articles sur la manière dont les jeunes abordent le marché du travail, sur la grande démission et le sens du travail. Et puis monsieur Philippe Doll, qui n'est toujours pas, je le cite, qui va nous rejoindre, donc, inspecteur général des affaires sociales honoraires, qui interviendra en visioconférence, mais ça ne sera plus en visioconférence, mais en audio, et qui est auteur du rapport « Résorption des tensions de recrutement, bilan de la démarche systémique engagée par 6 branches professionnelles », rendu en novembre dernier au ministre du Travail. Ce rapport fait état des efforts et initiatives menés par les entreprises de différents secteurs, et il pourra nous présenter ses recommandations à cet égard. Donc avec 3 regards croisés, nous souhaiterions essayer de répondre aujourd'hui à la question suivante. Les difficultés actuelles sont-elles les conséquences normales d'une période de quasi-plein emploi et des bouleversements liés à la crise sanitaire et économique de 2020, ou bien traduisent-elles des phénomènes plus profonds, qu'il s'agisse d'une évolution sociétale du rapport au travail ou bien d'inefficacité structurelle de nos systèmes de formation et de soutien à l'emploi. Surtout, quel doit être, selon vous, le rôle et la réponse des pouvoirs publics. Donc, vous cédez la parole pour un propos liminaire d'une durée de 5 minutes chacun dans l'ordre de présentation. Et puis, nos 3 rapporteurs vous interrogeront à leur tour avant que nous ne prenions les questions de nos collègues. Je vous prierai de bien veiller à utiliser vos micros lors de la prise de parole. C'est nécessaire pour la bonne captation de nos échanges et la retranscription du compte-rendu. Enfin, à l'issue de la table ronde, nous vous demanderons de bien vouloir envoyer vos réponses au questionnaire traditionnel qui vous a été adressé pour les compléments d'information. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole à Madame Quantini, si elle veut démarrer. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais juste mettre la France un peu en contexte international. Et donc, les mégatendances, de notre point de vue, continuent à transformer les besoins de compétences. La prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, je pense que ce n'est pas encore en mode...
la précédente. Un mode slideshow. Après, ça devrait marcher. C'était la deuxième. C'est la régie qui est là-bas ou c'est vous là? Il faut mettre la deuxième. La deuxième, ça. Voilà, la deuxième. Mais si vous mettez un slideshow, ça devrait marcher mieux, peut-être. Ouais. Non, ça marche pas. Ça marche sur l'écran là, mais pas sur le... Ah, d'accord. C'est pas grave. Alors, on va sur la deuxième. Et donc, ce que je disais, de toute façon, que les méga-tendances continuent à changer. Donc, un peu ce que vous disiez. Donc, il y a sûrement un élément structurel, parce qu'on a effectivement des changements structurels sur le marché du travail qui font que le besoin de compétences change. Mais il y a eu aussi des éléments conjoncturels, si on peut les appeler conjoncturels. Donc, sûrement la crise du Covid qui a effectivement un peu accéléré l'adoption de nouvelles technologies, qui a aussi changé la formation, donc l'utilisation de technologies dans le contexte de la formation. Et la crise du coût de la vie qui affecte effectivement certains secteurs plus que d'autres, et donc certains adultes, surtout dans les secteurs productifs, des énergies non renouvelables que d'autres. Et tous ces méga-tendances ont effectivement aussi augmenté les inégalités qui existaient déjà auparavant. Et ces évolutions affectent soit la demande et l'offre de compétences et génèrent des déséquilibres, donc des déficits de compétences, des déséquilibres en compétences. Prochaine. Donc, si je me focalise sur deux tendances en particulier, d'un côté, on a les avancements de technologie, de l'autre, la transition verte, sans pour autant vouloir dire que les autres, donc le vieillissement de la population et aussi la globalisation ne sont plus importants, mais on en a parlé plus longtemps dans le passé. Maintenant, on se focalise plus sur ces deux aspects. Donc, du point de vue de la technologie, on a effectivement mis à jour un peu l'étude que je vous avais présentée la dernière fois, en 2019, en se focalisant plus spécifiquement sur l'intelligence artificielle. Et en fait, ce qu'on voit dans les dernières années, depuis l'étude précédente, c'est qu'il y a eu effectivement, il y a toujours des tâches et des compétences et des aptitudes qui peuvent être automatisées de plus en plus, et c'est celle, par exemple, les capacités psychomotrices, la capacité de travailler dans des espaces étroits, par exemple, des positions inconfortables, etc. Donc ça reste très automatisable, et ça a été, si vous voulez, encore plus automatisé grâce à l'intelligence artificielle, parce que par le passé, la vraie dextérité manuelle était quand même encore assez difficile à automatiser. Après, il y a quand même des compétences qui font plus partie d'emplois un peu plus haut qualifiés et qui sont automatisables aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Et on parle par exemple du raisonnement déductif-inductif, de la capacité de lecture, de la créativité même, qui peuvent être automatisés et qui font partie, donc ça affecte un peu plus les emplois à haut niveau de qualification. Et il reste quand même toujours des goulots d'étranglement, et ça, c'est effectivement la capacité de résoudre des problèmes complexes, la gestion de haut niveau, les interactions sociales. Si on traduit ça alors en termes, qu'est-ce que ça veut dire pour les emplois? Prochaine slide. En fait, ce qu'on voit, c'est que tous les emplois sont un peu affectés. Donc, on reste quand même dans une situation où les emplois peu qualifiés sont les plus affectés. Pourquoi? En gros, parce que tous les emplois incluent des aptitudes, des compétences qui sont facilement automatisables et des compétences qui constituent des goulots d'étranglement. Dans les emplois peu qualifiés, il y a quelques goulots d'étranglement, mais il y a surtout des tâches, des compétences facilement automatisables. Donc, ils sont quand même plus affectés sans pour autant être vraiment à risque de disparaître complètement, sauf quelques exceptions. Mais ils vont changer très dramatiquement. De l'autre côté, on a des emplois qui effectivement sont affectés par l'intelligence artificielle, mais parce que certaines tâches, même à niveau managérial, peuvent aujourd'hui être automatisées, mais ces emplois comportent quand même une grande partie de tâches qui sont toujours
toujours pas automatisables. Donc, ils sont affectés, ils changent. On a quand même besoin de reskilling, upskilling pour ces adultes, mais on n'est plus dans le remplacement potentiel, plutôt du travail avec la technologie. Et si on traduit ça en termes d'emploi, en France, on peut dire que les emplois où il y a une partie très importante de tâches qui peuvent être automatisées constituent à peu près 10% des emplois, contre, si vous voulez, les deux extrêmes, c'est 18% en Hongrie et 6% au Royaume-Uni. Ça, c'est une tendance donc, de la technologie vers le haut, donc une demande très haute de compétences. Par contre, si on regarde la transition verte, prochaine slide, en fait, on a encore un discours assez mélangé. Donc, en fait, ce qu'on sait, c'est que les emplois détruits, c'est souvent des emplois dans la production, dans des secteurs quand même, comme je disais avant, des secteurs d'énergie non renouvelable, des emplois assez manuels, etc. De l'autre côté, c'est encore pas totalement clair si les emplois créés, c'est vraiment des emplois à très haut niveau de compétences, des ingénieurs, des scientifiques, etc., ou si c'est des emplois de techniciens. Donc, il y a des études qui soutiennent en fait que la demande va être une demande de compétences plus élevées, mais pas à très haut niveau, plutôt des compétences de moyen niveau, donc des techniciens, par exemple. Ce qui ferait que, comme on l'a vu du point de vue de la technologie, on a vu une polarisation, donc une demande très forte des deux côtés, donc une part croissante des emplois à haut niveau de compétences, une part croissante des emplois à bas niveau de compétences, et pas au milieu, donc une réduction des emplois à niveau moyen de compétences. Pour la transition verte, cela est moins clair. Parce qu'on ne sait pas encore, enfin on l'a vu à niveau sectoriel, mais pas au niveau global, où vont se concentrer les emplois créés. Prochain point. Je vais essayer d'être bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais les pénuries professionnelles qui résultent de ces tendances, en fait, sont assez mélangées. Là, c'est l'image, disons, pour la France. Ce qu'on voit, c'est des pénuries dans les secteurs qu'on connaît tous, de la santé, de l'enseignement, mais aussi les niveaux, disons, les ingénieurs, les scientifiques, mais aussi des pénuries dans des emplois relativement bas qualifiés comme la production alimentaire, la préparation alimentaire, les constructions et donc les chauffeurs, par exemple. Et l'enjeu pour les adultes est assez important. Next slide. En fait, ce qu'on voit en France, c'est qu'il y a encore 20% d'adultes qui ont des niveaux de littératie et de numératie qui sont très bas. Donc, qui sont peut-être dans l'emploi. Donc, il faut dire que beaucoup d'entre eux, effectivement, ont un emploi. Mais, donc, le vrai enjeu, c'est comment faire la transition pour ces adultes vers des emplois que, de toute façon, vont demander des qualifications plus élevées. C'est des adultes qui, effectivement, au niveau de littératie et numératie, peuvent interpréter les informations les plus simples, les chiffres les plus simples, mais pas, ils n'ont pas les capacités pour s'engager sur des tâches plus complexes. Prochain. Donc là, je vais dire très rapidement, il y a effectivement un coût si on n'agit pas, un coût pour les individus, un coût pour les entreprises et un coût après à niveau national de compétitivité, de perte de productivité. Prochain point. Et alors là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'adultes qui participent à la formation chaque an. Donc en France, chaque année, il y a 32% des adultes qui participent à la formation. 10% qui auraient voulu participer mais disent qu'ils ont eu qu'ils font face à des barrières, principalement le manque de temps. En France, pour des raisons professionnelles et personnelles, ce qui se détache en France, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'adultes qui disent qu'ils n'ont pas le soutien de l'employeur. Donc, il y en a 12% comparé à peu près à 5% dans la moyenne de l'OCDE. Donc, c'est un peu plus que la normale. Et en plus, il y a quand même 60% d'adultes qui disent qu'il n'y avait pas de formation qu'ils auraient voulu entreprendre, mais qu'ils n'ont pas entrepris. Ça peut vouloir dire qu'ils n'étaient pas motivés à se former, mais c'est une interprétation très simple parce qu'on pourrait aussi imaginer qu'ils perçoivent les barrières comme étant très élevées, donc ils sont découragés,
Ou on pourrait imaginer aussi qu'ils n'ont pas su identifier des formations qui soient vraiment adaptées à leurs besoins. Et en plus, prochain slide, ceux qui ne se forment pas, c'est surtout des adultes qui ont le plus besoin, donc les adultes les moins qualifiés, les plus âgés, ceux qui travaillent dans les PME. Prochaine slide. En fait, on sait aussi que la formation n'est pas forcément adaptée aux besoins, toujours adaptée aux besoins du marché du travail, même quand elle est pourvue des entreprises. On trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises, même parmi les, disons, pas les micro-entreprises, donc avec 10 ou plus employés, qui n'évaluent pas leurs besoins de compétences. Beaucoup de la formation, une grande partie de la formation est quand même formation pour des raisons réglementaires ou formation obligatoire. Et quand on regarde la correspondance entre enjeux stratégiques pour l'entreprise et contenu de la formation, il y a souvent pas beaucoup de correspondance entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est peut-être ce qu'on va discuter aujourd'hui, dernière slide. Alors, nous, on a tout un framework voilà, d'actions. Donc, il y a des actions pour augmenter la participation et l'inclusivité de la formation, des éléments pour améliorer l'alignement de la formation aux besoins du marché du travail, des éléments qui sont visés à augmenter l'impact et la qualité de la formation, et donc l'impact que ça peut avoir pour les individus, pour les entreprises et pour le pays finalement. Et dans tout ça, une grande importance du financement et surtout de la co-responsabilité de tous les acteurs, donc gouvernement, entreprises et particuliers, évidemment. Et après, une grande importance aussi de la gouvernance du système pour que, on sait, la formation des adultes, elle est complexe en termes de gouvernance par rapport à la formation des jeunes, qui est normalement la responsabilité du ministère de l'Éducation. Rien qu'à niveau du gouvernement, on a plusieurs ministères qui sont effectivement concernés, et il y a beaucoup d'acteurs, il y a les entreprises, il y a les syndicats, il y a les particuliers, il y a les instituts de formation, etc. Donc il y a beaucoup de partenaires qui doivent être tous participer d'une certaine façon, de façon collaborative à la gouvernance du système. Merci Madame pour ce propos introductif. Donc je passe la parole à Monsieur Dupas-Amaury. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre invitation et l'intérêt que vous portez à mes travaux. Je m'appelle Tristan Dupas-Amaury, je suis chercheur en sciences sociales et dernièrement, on m'a régulièrement demandé de réagir sur le phénomène de grande démission et sur ce qu'il nous dit du rapport à l'emploi. On a beaucoup entendu parler l'expression, beaucoup pour ne pas dire partout, et elle est toujours accompagnée d'un certain flou que j'aimerais éclaircir pour débuter mon intervention. Car rien n'est plus simple en réalité que le début d'une grande démission. Il suffit, à la suite d'une crise sanitaire, d'attirer l'attention sur une hausse des démissions observées dans une grande économie occidentale, en l'occurrence les États-Unis, où 38 millions de salariés quittent leur emploi en 2021. Il s'agit ensuite de désigner ce phénomène par plusieurs expressions dont le succès spectaculaire est proportionnel au mystère qui les entoure. The Great Resignation, The Big Quit, The Great Reshuffle. Utilisez-les pour signaler l'augmentation des démissions constatées dans d'autres pays, dont la France. La contamination menaçante du virus du désengagement salarial exportera et importera les questions qu'il s'agit de trancher dans cette situation inédite devenue sans frontières. Est-elle liée à un simple effet de rattrapage à la suite d'une crise sanitaire qui a tout figé? Faut-il plutôt y voir le signe d'une démotivation brutale des salariés ou d'un désenchantement antérieur que la crise ne fait que révéler? Remet-elle en cause des conditions ou une organisation du travail particulière? Prenez donc, en somme, un phénomène observable, des noms facilement consommables, une contamination internationale, des interrogations politiques et sociales. La grande démission, au sens de raz-de-marée imprévu, n'existe pourtant que pour succomber à la première analyse. En France, le nombre de démissions est haut, mais il n'est pas inédit ni inattendu compte tenu du contexte économique. Comme le rappelle la DARES, le taux de démission est un indicateur cyclique. Bas durant les crises, il augmente en période de reprise car les opportunités d'emploi se font plus nombreuses, ce qui rend plus aisé de prendre la décision de démissionner. La hausse du taux de démission apparaît normale en lien avec la reprise. Le phénomène n'est pas plus avéré aux États-Unis. Des professeurs à la Harvard Business School constatent que, sur une période longue, la tendance des démissions est à la hausse depuis plus d'une décennie, bien avant la pandémie. Le sujet n'est donc pas une explosion inédite et subite des démissions, mais cette augmentation chronique du taux de démission. C'est elle qui pose l'énigme du consentement au travail plutôt que le phénomène ponctuel qui occupe l'espace du débat.
De là, 2 hypothèses. Première hypothèse. Le taux croissant d'émissions manifeste la vitalité de l'économie et les opportunités offertes par le marché du travail aux salariés. Deuxième hypothèse, et c'est celle qui est souvent retenue, c'est un marqueur de l'insatisfaction grandissante des salariés vis-à-vis de leur travail et de la relation d'emploi qui leur est proposée. Sans doute que ces 2 hypothèses sont vraies dans une certaine mesure. Des questionnements profonds sont devant les entreprises et les organisations, et beaucoup d'entre elles, pour des raisons de performance notamment, apportent un réel soin à comprendre ce qui se joue actuellement pour s'adapter. Au fond, les principaux leviers pour les entreprises sont connus. Ils concernent les conditions transactionnelles, salaire, temps de travail, accès à la formation, et le contenu et l'organisation du travail. Intérêt du travail, qualité du management et des relations au travail. C'est surtout tout le contrat psychologique, c'est-à-dire les conditions subjectives du travail qu'il faut repenser pour parer cette difficulté croissante à attirer et retenir les salariés. La fin du travail n'est pas pour tout de suite. Dans certaines communautés grecques, seuls ceux qui ne travaillaient pas vivaient vraiment. Malgré le catastrophisme parfois lié à la grande démission, on n'en est pas là. La grande démission n'a que l'allure d'une révolution, au sens de changement brusque, mais nous devons l'empêcher de se transformer en simple révolution, un tour complet sur soi. Grande démission et crise sanitaire ont permis le surgissement dans l'actualité des mutations du rapport au travail. C'est dans un processus historique au long cours qu'il s'agit de les réinscrire. C'est ce que j'ai appelé la grande rétention représente la tentation d'empêcher un nouveau rapport au travail de naître, alors même que l'ancien se meurt. De cette tentative parfois désespérée ne peut sortir que l'insensé. Malgré les incompréhensions qui existent entre les aspirations des entreprises et des salariés, la transformation en cours pourrait être conforme à l'intérêt des 2 parties. La construction du rapport au travail est individuelle, mais repose également sur la construction de cette relation profondément collective. Ensemble, les salariés dessinent les fondations d'une critique collective du marché du travail et de l'organisation des entreprises qu'il ne tient qu'à nous d'entendre, de reformuler et d'accepter. Merci pour cet éclairage. Et alors là, il y aura aussi beaucoup de questions. J'espère. C'est sûr. Alors, est-ce que M. Doll est accessible? OK. Donc, on continue. On va donc passer aux questions de nos rapporteurs. Peut-être commencer, Michel Canévet. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos 2 intervenants, effectivement, pour leurs éclairages. Vous avez évoqué, Madame Catini, tout à l'heure, la question de l'automatisation des tâches. Effectivement, on voit que de plus en plus dans l'industrie de tâches s'automatisent, mais on observe que sur le secteur de l'emploi en France, il y a un certain nombre de métiers dont les tâches sont difficilement automatisables dans l'État et sur lesquels il apparaît qu'il y ait une réelle pénurie de main-d'œuvre. Je veux notamment parler des métiers de l'aide à domicile, de l'aide aux personnes, du travail dans les institutions sociales et médico-sociales en particulier, des conducteurs routiers également, des serveurs et des cuisiniers dans l'hôtellerie-restauration. Enfin voilà, donc il y a un certain nombre de secteurs où il nous semble qu'il y ait cette pénurie. En tout cas, c'est là qu'on entend beaucoup d'employeurs effectivement nous dire nous n'arrivons pas à trouver la main-d'œuvre dont nous avons besoin, malgré le fait qu'il y ait effectivement 3 millions d'inscrits en ABC à Pôle emploi et 5,4 millions d'inscrits de manière globale, c'est-à-dire un chiffre tout à fait considérable. Jusqu'où pensez-vous qu'on puisse aller dans la baisse du chômage? Aujourd'hui, un taux de l'ordre de 7%, 7,1%, je crois. Vous, le plein emploi, vous le situez à quel niveau à peu près? Alors, je ne sais pas spécifiquement pour la France, donc je ne m'exprime pas sur le plein emploi, mais je trouve quand même que le discours que vous faisiez, c'est très intéressant. Nous, en effet, on a regardé pour certains emplois en pénurie, donc pas spécifiquement pour la France, mais je pourrais regarder pour la France spécifiquement aussi, de voir si, effectivement, les tâches l'automatisation pourrait aider
pour ces emplois en pénurie. Donc, on a fait une correspondance des tâches par rapport, des professions en pénurie et les tâches de ces professions, si elles peuvent être automatisées ou non. Et en effet, disons que l'image est assez mélangée. Donc, il y a des aspects qui peuvent être automatisés, d'autres qui ne peuvent pas l'être. Et vous avez pointé le doigt, effectivement, je pense surtout dans le secteur du soin aux personnes. C'est vraiment difficile. Alors, il y a beaucoup de tâches interpersonnelles, si vous voulez. Donc, exactement ces interactions sociales qui peuvent très difficilement être automatisées. Alors, la mécanique des soins peut-être pourra être automatisée, mais il y a quand même tout l'interpersonnel qui est très difficile à automatiser. Et de plus, alors, nos études sont théoriques, donc c'est vraiment une analyse des tâches. Après, il y a l'élément de l'adoption, l'élément surtout dans ces métiers de soins aux âgés, de soins aux enfants, par exemple, garde d'enfants, etc. C'est l'élément d'acceptabilité sociale. Et je dirais partout dans le monde, ce n'est pas le cas. Alors on sait que on le fait parfois dans certaines maisons de retraite. Il y a des tâches qui peuvent effectivement être automatisées, mais personne ne va confier, dans la plupart des pays, leurs parents âgés ou leurs enfants en bas âge aux soins uniques automatisés. Donc il y a effectivement cet élément d'acceptabilité sociale et en particulier parce que ces éléments d'interaction sociale ne peuvent pas être répliqués. Après, il y a l'autre catégorie d'emploi. Je pense que c'est effectivement un discours très complexe qui varie par secteur. Donc, tout ce qui est effectivement la cuisine, par exemple, les serveurs dans les restos, la préparation alimentaire, etc. Je pense qu'on a vu quand même des progrès. Hein. Enfin, on a vu les machines automatiques dans certains restos pour les ordres en automatique. J'ai vu aussi, mais c'est une anecdote évidemment, mais un resto, je pense, c'est sur Paris où le cuisinier est un robot. Donc, je n'ai pas encore expérimenté la qualité, mais apparemment, c'est pas mal. Je crois qu'il fait des pizzas, par ailleurs. Mais effectivement, c'est entièrement automatisé. Je pense que dans l'alimentation, au moins l'alimentation à grandes échelles, pas forcément, évidemment, la haute cuisine française, on peut quand même faire des progrès. Je pense que dans ce contexte, il faut aussi considérer, comme le disait M. Amaury, de la qualité des emplois, de l'attractivité de certains emplois. Aux États-Unis, par exemple, on a vu effectivement des pénuries très importantes dans le secteur justement de préparation alimentaire, et on se demande où sont ces gens, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment ils peuvent se permettre, parce qu'effectivement c'était quand même des emplois à bas salaire, comment ils peuvent se permettre de dire je ne travaille plus parce que les conditions de travail ne me conviennent plus. Et en fait, ce qu'on a constaté dans certaines études, c'est qu'ils sont passés au secteur, par exemple, commercial, de la vente en magasin, parce que ça rapporte plus, les conditions de travail sont meilleures, les horaires sont plus encadrés. Donc, je pense qu'il y a effectivement un discours assez complexe derrière toutes ces pénuries, qui n'est pas toujours le même, qui est en partie une question de conditions de travail, en partie des éléments plus structurels de changement, mais ce n'est pas un discours unique, je crois. Et pour M. Tristan Dupas-Amaury, est-ce que le phénomène de démission que vous avez évoqué dans votre propos introductif, est-ce qu'il est plus marqué en France que dans d'autres pays? Vous avez notamment cité le chiffre pour les États-Unis. Est-ce qu'il est vraiment plus marqué dans notre pays ou pas? Et pour notre pays, comment considérez-vous les raisons? Alors, il y a eu des études comparatives, justement, qui se sont intéressées à cette hausse du taux de démission à la fois en Europe et aux États-Unis. On a eu des accélérations du taux de démission, par exemple, au Royaume-Uni, en France, en Espagne également, alors que le taux de chômage est relativement plus élevé. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est que dans des pays où les principes comme la codétermination étaient un peu plus institutionnalisés au sein des entreprises, l'accélération était plus faible. Donc je pense à l'Autriche, je pense à l'Allemagne, etc.
il faut toujours se méfier de la cause unique. Il n'y a pas une cause unique à chercher, donc je ne peux pas vous dire que c'est si on instaurait une culture de la codétermination en France comme en Autriche ou en Allemagne, il y aurait une accélération plus faible. En revanche, c'est des constats dont on peut discuter en tout cas. Sur les raisons du taux de démission, alors au-delà du fait du rattrapage en fait qui est lié à la crise, c'est-à-dire que en fait, si vous regardez la hausse du taux de démission avant la crise et après, en fait, si vous voulez, c'est égal, c'est juste un rattrapage au niveau des démissions, du taux de démission. Et en fait, les raisons sont très simples. Regardons les secteurs qui polarisent les taux de démission les plus élevés en France. Vous en avez cité quelques-uns. Donc vous avez le secteur de l'enseignement, de la santé, de l'action sociale, le commerce, la réparation automobile, la fabrication agroalimentaire, et loin devant le secteur de l'hébergement et la restauration. En fait, ce sont des secteurs où tout simplement les conditions de travail sont exigeantes, les niveaux de rémunération relativement faibles et la relation d'emploi peu qualitative. On peut chercher effectivement des raisons extrêmement complexes, mais la réalité, voilà, elle est celle-là. Ce qui est important, c'est pour moi de distinguer le levier des conditions transactionnelles, le salaire, le temps de travail. Donc là, on peut parler des augmentations de salaire, on peut parler aussi de la semaine de 4 jours aussi, dont on parle beaucoup. Ensuite, vous avez des éléments qui ne sont pas, qui sont pas transactionnels, qui sont plus dans l'organisation du travail. Et là, par exemple aussi, j'ai quelques pistes. Dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard. Mais ce qui est central, c'est ce dont je parlais dans mon propos liminaire, c'est la notion de contrat psychologique. Le contrat psychologique, c'est un courant de recherche qui est apparu dans les années 50, qu'on connaît très bien, notamment en gestion des ressources humaines, et ça part d'une hypothèse tout à fait simple, mais c'est souvent simple en fait, dans ces cas-là, c'est l'engagement ou la motivation du salarié, elle vient d'un équilibre entre ses contributions et ses rétributions, ce qu'il donne et ce qu'il prend. Et là où ça devient complexe, c'est que ce contrat psychologique, il est subjectif. C'est-à-dire que on ne peut pas seulement se baser sur les données économiques et par exemple augmenter tous les salaires et penser que voilà, ça s'arrêterait. Non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, dans beaucoup de secteurs, les salaires sont augmentés et on voit quand même ce phénomène. Et c'est là où c'est complexe et où on est dans la matière humaine, c'est que ce contrat, il est à vous. Vous pouvez faire le même emploi, vous avez un contrat psychologique qui est bien différent de votre voisin, par exemple. Et en fait, c'est ce levier-là qui est en train de changer, et voilà, la manière dont on considère en fait notre rapport à l'emploi. Et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué, parce que vous êtes dans une tendance au long cours, dont on pourrait avoir la tentation de stopper. Et je pense que ça peut amener en fait à des choix contre-productifs. Par exemple, on parle beaucoup de la rétention. Donc aujourd'hui, le défi des entreprises, c'est d'attirer et de retenir. Donc, les entreprises ont essayé d'activer les différents leviers au niveau de l'organisation du travail, au niveau des salaires, etc. Mais la question, c'est si vous retenez quelqu'un dans une relation dont vous ne voulez fondamentalement plus telle qu'elle est désormais, vous allez juste retarder l'échéance et d'autres phénomènes comme des risques psychosociaux, etc. vont apparaître. Donc en fait, si vous voulez, je pense qu'on est entre la problématique de laisser faire et en même temps la problématique de rééquilibrage. Parce qu'effectivement, en ce moment, on pourrait se dire qu'il y a quelques demandes extravagantes, etc. Mais c'est parce qu'en fait, on est dans une situation de rééquilibrage. Et en fait, les salariés comme les entreprises essayent d'établir ce nouvel équilibre. Et du coup, vous avez des demandes, vous avez des phénomènes qui apparaissent. Mais voilà, c'est très complexe. Enfin, c'est assez simple et très complexe dans le sens où complexe parce qu'on a affaire à de la matière humaine et à de la subjectivité plus qu'à des conditions économiques qui participent effectivement au problème de manière structurelle. Mais c'est autre chose qui se joue en ce moment, j'ai l'impression. Sur ce point-là, est-ce que j'ai entendu une étude, je ne me suis pas penché particulièrement dessus, mais qui divisait le corps des salariés en trois tiers. Un tiers très motivé, ça correspond un peu à vos propos, c'est-à-dire c'est une implication personnelle, donc
chacun se retrouve dans l'un ou l'autre des groupes. Un tiers très motivé, très actif, très proactif même dans son activité. Un tiers qui fait juste le boulot qu'on lui demande, selon sa fiche de poste, pas plus, pas moins. Et un tiers qui traîne les pieds, qui a une attitude négative, qui n'est pas satisfait du tout. Est-ce que vous avez des éléments de ce type sur la répartition? Est-ce que ça correspond à une réalité ou est-ce que c'est juste un propos de circonstance? Alors je me méfie toujours des typologies qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire intellectuellement elles nous permettent de nous figurer voilà, des situations, mais elles ne sont jamais très fines. En revanche, sur la question de cette crise généralisée de l'engagement, en fait, j'ai envie de vous dire que là aussi, il n'y a pas grand-chose de nouveau. En fait, vous avez des résultats d'enquête annuelles conduites à l'échelle mondiale par l'Institut Gallup, par exemple. Et en fait, depuis des décennies, on sait que les salariés en Europe sont ceux qui se déclarent le moins investis. Et parmi les Européens, les Français sont ceux qui sont les moins investis parmi voilà, les moins investis. Donc, si vous voulez, voilà, on en parle aujourd'hui, donc c'est le surgissement dans l'actualité de quelque chose voilà, qui en fait sont dans des rapports depuis beaucoup de temps. Après, en fait, sur par exemple, cette typologie, vous parlez de celui qui est démotivé, etc. Et je pense notamment, là aussi, à un sujet d'actualité qui a été le quiet quitting. En fait, dans le rééquilibrage de votre contrat psychologique, le premier réflexe, la première stratégie que vous pouvez avoir, c'est en réduisant votre contribution, c'est d'en faire un peu moins. Mais c'est quelque chose qui date, alors non seulement des années 50, mais qui date même, vous pouvez aller voir dans la littérature, Bartleby, Bartleby le scribe, je ne sais pas si vous avez lu, mais en fait c'est un employé, donc je crois que c'est 1823, quelque chose comme ça, qui va refuser progressivement les injonctions de son patron et qui va dire je ne préférerais pas le faire. Il réduit sa contribution. Donc c'est pareil, c'est le surgissement en fait d'une stratégie. Juste, on est dans une phase de rééquilibrage et du coup, il y a ce phénomène qui est un peu plus visible, etc. Mais c'est le premier réflexe. Si vous êtes un peu désengagé au travail, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réduire votre contribution. C'est quelque chose de très naturel. Donc ces typologies, elles reflètent ça. Sur la proportion, honnêtement, je ne saurais pas vous répondre. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de différences selon les groupes professionnels, etc. Par exemple, on remarque chez les surinvestis aussi une critique comment dire, de ce qu'on a appelé l'overwork, même chez les diplômés, chez les très diplômés, en fait, ce fait de travailler énormément et d'avoir ce rapport un peu agonistique au travail. Ça aussi, c'est quelque chose qui est remis en question, notamment par les nouvelles générations. Voilà, je pense qu'on peut échanger et que ce genre de typologie est utile pour échanger. En revanche, je me garderai de vous confirmer ou d'infirmer une proportion. Sur les salariés, je pense que ça varie énormément. Si je peux... Oui, bien sûr. Oui, aussi. Oui, je complète juste en disant que je pense sur l'élément de la motivation, ce qu'on a vu à l'OCDE, toujours en termes de surtout dévouement à l'emploi, donc utilisation de ses compétences dans l'emploi. Et vous l'avez dit avant, donc c'est surtout les modes de travail en entreprise qui peuvent effectivement être plus motivants. Donc ce qu'on a analysé il y a quelques années, c'est par exemple la possibilité de travailler en équipe, l'autonomie dans le choix de l'ordre des tâches ou la façon en gros de travailler, les éléments liés à l'apprentissage par les pairs et par donc l'échange avec les collègues. Je pense que ça permet, effectivement, ce qu'on a vu dans nos études, c'est que d'un côté, ça permet que les gens soient plus engagés dans l'emploi, qu'ils utilisent mieux leurs compétences, qu'ils les mettent à profit dans l'emploi. Et ça augmente aussi le retour sur la formation. Donc, on a des gens qui ont plus d'opportunités d'apprendre de façon informelle au travail, ce qui est finalement très important parce que ça évite toutes ces barrières dont j'ai parlé avant, non? Surtout la barrière de ne pas avoir du temps, ce que tout le monde dit. Presque 40% des gens, quand on lui demande pourquoi ils ne se forment pas, ils disent « j'ai pas le temps », soit
pour des raisons personnelles et de responsabilité familiale, soit parce qu'effectivement, ils n'ont pas le temps dans l'emploi. Donc la formation informelle, ça qui nous arrive tous les jours, parce qu'on doit se garder à jour dans notre emploi, parce qu'on apprend des collègues, parce qu'on a cette possibilité d'essayer de façon différente de faire nos emplois, nous permet d'un côté d'apprendre, de l'autre de mettre en pratique notre apprentissage, et donc on a un retour plus élevé en termes de salaire ou en termes de productivité sur notre formation. Et ça nous permet aussi, ça permet à l'entreprise aussi une meilleure utilisation des compétences, parce que les gens généralement s'impliquent plus en termes de vraiment utilisation des compétences au travail quand le contexte organisatif, disons, de l'entreprise est tel qui permet plus de liberté, d'autonomie, d'essayage, de communication, de travail en équipe. Merci. Alors, avant de poursuivre les interventions des rapporteurs, on va essayer la liaison avec M. Doll. Est-ce que vous m'entendez, M. Doll? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ah bah voilà, la liaison est maintenant parfaite. Alors, on a... Voilà, écoutez, merci. Oui. Allez-y. Je n'ai pas mis la caméra parce que j'ai une bande passante très mauvaise. OK. Écoutez, merci, Monsieur le Président et Mesdames, Messieurs, de m'accueillir malgré les difficultés techniques que j'ai éprouvées. Alors, si vous le permettez, Monsieur Doll, je vais reprendre la présentation de vous-même que j'ai faite tout à l'heure, pour bien que chacun apprécie votre parcours et votre profil. Hein. Vous êtes inspecteur général des affaires sociales honoraires et vous êtes l'auteur du rapport Résorption des tensions de recrutement, bilan de la démarche systémique engagée par 6 branches professionnelles, que vous avez rendu en novembre dernier au ministre du Travail. Donc, votre rapport fait état des efforts et des initiatives menées par les entreprises de différents secteurs, et vous pourrez évidemment nous présenter vos recommandations à cet égard. Donc, je vous propose en 5 minutes peut-être de faire un propos liminaire, et puis ensuite on poursuivra les questions-réponses autour de vous-même et des 2 autres intervenants. Donc, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, vous dire rapidement que cette démarche est une démarche inédite, parce que le Premier ministre Jean Castex et les partenaires sociaux avaient souhaité travailler à la résorption des difficultés de recrutement à partir des prérogatives et des capacités d'intervention des branches professionnelles. Alors, vous savez tous qu'une branche professionnelle, en réalité, ce sont les acteurs paritaires, négociateurs de l'accord collectif de travail, c'est-à-dire une convention collective, et qui également détermine un certain nombre de dispositifs, on va le voir, qui sont extrêmement importants puisqu'ils contribuent à ce qu'on appelle l'attractivité de l'emploi. Dans cette démarche, on par des plans successifs, massifs, qui ont été engagés par les pouvoirs publics, qui ont eu une forme d'utilité, mais qui n'ont pas forcément toujours porté leurs fruits en termes d'accès à l'emploi. Pour une raison d'ailleurs que je pense que vous connaissez tous, qui est le fait que lorsqu'on engage des efforts de formation longs et lourds, on travaille sur la production de compétences et la préparation à des activités nouvelles ou des activités pour lesquelles on renforce les savoir-faire, mais en même temps, on éloigne les personnes de l'emploi par le fait même de l'activité de formation. Et des travaux ont été conduits dans ce sens qui montrent que, au-delà d'un délai de l'ordre de 6 mois, l'avantage que procure la formation est contrecarré en quelque sorte par l'éloignement du marché du travail, l'éloignement de l'emploi que la formation génère. Donc, il faut trouver un point d'équilibre. C'est pour ça que les formations en alternance sont particulièrement appréciables. Alors, en dehors de cette question, vous dire également que au niveau d'une branche d'activité, vous allez très vite. On a plusieurs leviers d'action qui permettent de résoudre les questions de recrutement, en tout cas de résorber ces difficultés. La négociation collective porte sur les rémunérations, elle porte sur les classifications,
elle porte également sur les conditions de travail. Les branches disposent d'un outil important d'analyse et de prospective qui est l'observatoire de branche, qui permet en fin de compte de réfléchir à l'évolution des métiers et de déterminer les futurs référentiels de compétences, à la fois pour des métiers en transformation, mais parfois pour des métiers qui sont en pure création. La branche dispose également de prérogatives en matière de certification, c'est-à-dire la production des diplômes, des titres, des CQP, certificats de qualification professionnelle, la capacité à définir une politique de financement de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Alors même si sur la question de l'apprentissage, c'est un dialogue aussi avec France Compétences, d'une branche à l'autre, ces questions-là sont quand même décidées dans un cadre paritaire, comme je viens de le dire. Enfin, la branche dispose d'une capacité d'intervention avec l'appui des pouvoirs publics et du service public de l'emploi pour mobiliser les entreprises comme pour mobiliser les demandeurs d'emploi. Donc cette approche structurelle, elle est évidemment complémentaire des travaux qu'on peut mener au niveau local. On sait bien que l'emploi se joue dans la proximité, au niveau de l'entreprise et dans la proximité du bassin d'emploi. Mais si on ne travaille pas sur les éléments structurels qui constituent finalement l'offre juridique et technique de travail, on peut s'épuiser à chercher des personnes et leur offrir un cadre qui finalement ne les satisfait pas. L'autre élément que je voudrais souligner rapidement, c'est le fait que nous sommes dans un marché qui est très concurrentiel. Les recrutements s'opèrent dans un marché à la fois concurrentiel et contraint, avec des facteurs spécifiques, des problématiques d'âge, d'accès à la formation dans les professions réglementées, des employeurs qui recherchent un candidat qui réponde à tous les critères recherchés, et des actifs qui soit recherchent les meilleurs salaires et conditions d'emploi, soit ne veulent absolument pas se tourner vers certains métiers ou emplois pourtant en tension. Donc on observe un manque de candidatures, parfois d'inadéquation du profil des candidats, et certains métiers sont encore méconnus, ou bien de façon différenciée selon ces secteurs d'activité. On constate de fortes attentes et déceptions exprimées quant à l'orientation dès l'école, et on peut s'interroger de savoir pourquoi tant de personnes quittent certains secteurs les 3 premières années. Vous avez tout à l'heure de l'hôtellerie-restauration, c'en est un exemple, mais ce n'est pas le seul. L'orientation et la formation initiale sont évidemment également en cause dans leur efficience. Et comme je le soulignais tout à l'heure, la question de l'attractivité avec une problématique de classification, de rémunération, de capacité à évoluer professionnellement et des conditions de travail qui sont mises en cause et qui doivent mieux prendre en compte, ces questions-là doivent être mieux prises en compte dans les politiques de branche et les pratiques des entreprises. Alors, la crise sanitaire elle-même était porteuse de remise en question professionnelle, c'est-à-dire que les gens ont eu le temps de réfléchir et quelque part de s'intéresser à exercer une autre activité. Je vous apprends rien en soulignant qu'on dispose aujourd'hui en France de tous les instruments permettant de le faire, que ce soit le bilan de compétences, le conseil en évolution professionnelle ou les dispositifs d'accompagnement à la reconversion avec la mobilisation du réseau des associations de transition professionnelle. Voilà, donc ensuite, des données démographiques également qui sont intéressantes, publiées par France Stratégie et qui sont préoccupantes puisque la ressource se raréfie et le premier accès à l'emploi se trouve décalé par la poursuite d'études. En soulignant d'ailleurs sur ce point que la poursuite d'études concerne la tranche d'âge 14-24 ans pour 42%, ce qui est déjà un élément extrêmement important, et qu'en 2030, France Stratégie définit cette proportion à hauteur de 48%. Autrement dit, les jeunes en capacité de rentrer sur le marché du travail seront encore moins nombreux qu'aujourd'hui, avec un niveau en volume de jeunes dans cette tranche d'âge qui ne croient pas. Qui ont été élaborées par la mission ont débouché sur des diagnostics partagés avec les partenaires sociaux dans les branches concernées. Donc les branches étaient
la métallurgie, les métiers de bouche, les transports, le secteur du conseil en numérique et le secteur du bâtiment. Ouais. Pour toutes ces branches, les métiers concernés étaient des métiers de production jusqu'au niveau petite maîtrise. C'était la cible prioritaire définie par les partenaires sociaux. Agir pour résorber les difficultés de recrutement, c'est agir simultanément sur plusieurs facteurs: la promotion de la profession, la préparation des jeunes générations. Il faut intégrer les jeunes et adultes disponibles pour un emploi et agir sur la qualité de vie au travail, resserrer les liens avec l'école, resserrer les liens avec le secteur de l'emploi, fluidifier les politiques de formation et améliorer leur qualité, et enfin développer l'apprentissage et piloter ce dispositif qui est un processus, comme vous l'avez compris, qui est donc interactif. Alors, la temporalité n'est pas la même pour des jeunes et pour des personnes qui sont disponibles pour travailler, mais il est important d'agir simultanément sur tous ces facteurs de façon à ne pas perdre de temps, y compris vis-à-vis des publics qui sont en situation de scolarisation et qui sont les salariés de demain. Voilà, donc après, on a des plans d'action qui ont été construits généralement sur les mêmes modèles avec les partenaires sociaux qui reprennent ces éléments sur la problématique de l'orientation dans la relation école-entreprise. J'ai travaillé sur l'attractivité et les rémunérations et la qualité de vie au travail dans le cadre de la négociation collective. Donc, au cours des 18 mois de mission, certains secteurs se sont engagés dans un processus de négociation avec succès. C'était le cas, par exemple, dans la branche du conseil sur le champ du numérique. Ça a été le cas également dans le secteur des transports. Et donc, dans les travaux que j'ai remis, où vous pourrez trouver les éléments très précis concernant ces négociations qui intéressaient pas seulement les problématiques de rémunération, mais également la qualité de vie au travail, qui est un élément essentiel, et particulièrement la conciliation vie familiale, vie professionnelle, qui intéresse particulièrement les jeunes entrant sur le marché du travail aujourd'hui. Et puis, une question sur une meilleure performance des dispositifs de formation. Donc là, on renvoie vers les processus d'achat public de formation. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que le Pôle emploi et les régions, dans chaque région de France, travaillent étroitement ensemble. Et contrairement à ce que j'avais pu observer il y a quelques années sur d'autres missions, on peut dire que ce travail programmatique est fait sérieusement. On a plutôt un problème aujourd'hui avec les OPCO qui, en fin de compte, pour des raisons liées à la disponibilité de leur budget annuel, ne sont pas vraiment intégrés dans un processus suffisamment anticipé, et ce qui provoque quelques difficultés d'application sur le terrain. Donc ça fait partie des préconisations que, naturellement, nous avons partagées. Et quand je précise qu'il faut anticiper, ajuster et réguler l'effort de formation, en fin de compte, il faut faire un travail programmatique plus d'1 an à l'avance. Et bien sûr, assurer des mises à jour régulières auprès des acteurs qui sont acheteurs et organisateurs de ces efforts de formation. Et puis, bien sûr, la question du pilotage est importante. Et pour vous donner un exemple qui me paraît intéressant, vous devez avoir entendu parler de cette démarche qui s'appelle l'Industrie recrute en Bretagne, et qui réunit autour des acteurs de l'industrie, et notamment de la branche métallurgie, le rectorat, Pôle emploi, la région, dans chaque bassin d'emploi. Et ce travail permet à la fois d'agir en amont sur la sensibilisation et la connaissance des métiers, et en aval sur la régulation des dispositifs permettant de répondre aux besoins des entreprises et des populations. Et ce que j'ai observé, c'est que cette démarche permet de multiplier par 3 les résultats qu'on constate habituellement dans d'autres secteurs, avec des méthodes qui sont beaucoup moins pilotées et régulées collectivement. Donc il y a un vrai sujet, en fait, ce dialogue à l'échelle locale entre les différentes autorités que j'ai citées. Les recommandations, pour finir,
je ne vais pas toutes les prendre en compte, simplement dire que ce qui est important, c'est que les des observatoires de branche qui portent sur les contenus du métier et leur perspective d'évolution soient partagés. Donc là, on a une initiative intéressante de France Compétences avec la grande bibliothèque qui vient d'être mise en place. Peut-être permettre justement aux 130 observatoires existants en France de partager ces données avec tous les acteurs concernés, y compris avec le grand public d'ailleurs. On y trouve des informations d'un grand intérêt sur le contenu des emplois et leurs évolutions. Consolider le dialogue entre les branches professionnelles, les régions, les rectorats et Pôle emploi, je viens d'en parler, à la fois sur la politique d'orientation scolaire et professionnelle, mais aussi la politique de formation initiale et continue pour les demandeurs d'emploi, par exemple. Veiller à ce que les représentants territoriales de proximité dans les territoires, ce n'est pas toujours le cas, où les personnes qui représentent les secteurs professionnels ne sont pas toujours mandatées par la branche au niveau national, ce qui peut poser des difficultés. Et puis mettre en place des protocoles de liaison entre les entreprises et les services, notamment services publics de l'emploi. Donc là, on est sur des approches assez classiques, hein, qui ne sont pas forcément liées à la négociation de branche, mais qui sont plus liées à de bonnes pratiques permettant un dialogue territorial construit de qualité. Et puis, les branches sont invitées à promouvoir et développer l'apprentissage et la professionnalisation et à améliorer les dispositifs d'intégration et de suivi en entreprise, de veiller à ce que les indicateurs qualité du référentiel national qualité Qualiopi soient appliqués de façon à réduire les abandons, hein, autrement dit, s'intéresser à une qualité d'intégration des jeunes dans les entreprises pour ne pas gaspiller ces ressources, hein, qui sont, comme je le disais, de plus en plus rares parce que tout le monde cherche la même chose. Voilà. Et puis, Merci. mesurer le chemin parcouru dans les branches. Voilà. Merci, Monsieur Doll. On a bien apprécié la présentation des éléments de votre rapport, surtout les préconisations. On y reviendra à travers les questions, certainement. Vous restez en ligne avec nous et vous entendez les interventions qui se font dans notre salle de réunion ? Alors, je vais donner la parole à Madame Berthet pour des questions. Oui, merci Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos interventions. Monsieur Doll, vous nous parliez des jeunes et de cette nécessité de leur donner une meilleure connaissance de tous les métiers qui existent, d'avoir plus de liens entre entreprises, branches et éducation nationale, finalement. Et puis également de pouvoir, lors d'un premier emploi, être un peu plus en adéquation avec finalement les formations que nos jeunes ont eues. Donc sur ces aspects-là et aussi sur l'aspect que des entreprises que nous avons auditionnées nous ont transmises concernant les nouvelles générations qui ont donc cette approche différente du travail, avec plus de mobilité, mais aussi un regard plus important, et vous l'avez dit d'ailleurs, sur les valeurs de l'entreprise. Donc peut-être une RSE, puisque nous suivons ce travail depuis plusieurs années au niveau de la délégation aux entreprises, une RSE qui va permettre un meilleur recrutement. Ou, voilà, quel est votre avis à ce sujet ? Et Madame Quintini et Monsieur Dupas-Amaury, quel est justement votre regard par rapport à ce qui vient d'être dit sur cette nécessité d'une mise en adéquation des formations, de connaître tout le panel des métiers pour nos jeunes lorsqu'ils sont en formation, et bien sûr de ce premier emploi qui est toujours important et parfois qui est en décalage avec ce qu'ils ont pu faire, même assez souvent. Donc quel regard avez-vous là-dessus ? Merci beaucoup. Alors, on va commencer dans la salle, si vous voulez, Madame Quintini. Oui, vous avez dit il y a beaucoup d'éléments très intéressants, très vrais dans ce que vous disiez. De mon côté, je pense, je vais rajouter peut-être ce qui a été déjà dit, que
disons, le conseil en évolution professionnelle, tout ce qui est bilan de compétences, orientation professionnelle. C'est très important pour les jeunes, mais c'est aussi important pour les adultes. Et d'une certaine façon, les deux sont liés parce qu'on constate souvent qu'une bonne orientation professionnelle pendant l'école, ça veut dire une expérience positive d'accès à ces services, ce qui fait que après les adultes continuent à accéder à ces services parce qu'ils en ont eu une expérience positive. Avec toutes les reconversions professionnelles qu'on s'attend plus fréquentes dans la vie professionnelle, aussi dans une vie professionnelle plus longue, avec le vieillissement de la population, c'est très important qu'il y ait en continu tout au long de la carrière, tout au long de la vie, cet accès à des informations. Comme je le disais avant, beaucoup d'adultes ne se forment pas parce qu'ils ne savent pas identifier, ils ne voient pas, ils ne sont pas motivés, ils ne voient pas l'intérêt de la formation, ou sinon, ils n'ont pas su identifier tout seuls une formation qui soit adaptée à leurs besoins. Donc cet élément de conseil en orientation professionnelle, d'avoir un expert devant nous qui nous aide à faire le bilan, qui nous dise quels sont les métiers émergents et dans lesquels on peut reconvertir nos compétences, c'est très important. Un autre élément qui me vient à l'esprit dans votre question et les propos qu'on a entendus, c'est que effectivement, la transition de l'école à l'emploi est très importante, mais il ne faut pas oublier justement que les jeunes sont intéressés à la mobilité, comme vous veniez de le dire dans vos questionnaires aux entreprises, mais aussi que qu'ils l'aiment ou pas, ça va être un marché du travail avec beaucoup plus de changements de celui qu'on a connu nous. Donc, ça veut dire effectivement qu'on doit aussi les préparer dans le long terme. Donc, tout ce qui est... Évidemment, ce qui a été dit est extrêmement vrai en termes de mélange d'apprentissage en classe, apprentissage en entreprise, tout ce qui est formation professionnelle, etc. Ce qu'on constate quand même, que souvent, dans ces filières, il y a moins de formation de base. Ce qui fait que finalement, l'entrée sur le marché du travail est très facilitée, mais qu'après, donc, les transitions se font plus difficiles, parce que c'est plus difficile, on les a formés à un métier très spécifique, avec des compétences excellentes et qui lui ont permis de trouver un emploi beaucoup plus facilement que d'autres qui ont fait des études plus générales, mais, et on sait tous qu'il y a des pénuries dans toutes les professions, en plus, disons, techniciens, plombiers, électriciens, etc. Je parle des exemples classiques, mais qu'est-ce qu'on fait après, une fois que ces emplois sont en partie automatisés, où il faut apprendre à travailler avec les machines? Souvent, les jeunes qu'on a préparés pour ces métiers, on ne les a pas préparés à se reformer, à reprendre la formation. Donc, ça, c'est un peu ce que j'ai envie de rajouter à ce qui a été dit en réponse à votre question. De mon côté, je vais rebondir sur certains éléments. Il y avait plusieurs éléments dans votre question. D'abord, je rebondis sur le volet RSE, et qui pour moi, en fait, en filigrane, on sent la question du sens, la question aussi de l'écart générationnel. Effectivement, on met en avant la question du sens dans cette nouvelle équation de la rétention, notamment chez les jeunes générations. Ce qui m'étonne toujours, je ne sais pas, en tout cas, uniquement se dire que ces jeunes générations sont en quête de sens et que les anciennes n'en avaient aucun. Je pense juste que les équilibres changent, qu'on a toujours construit un sens par rapport à ce qu'on fait à la fois dans notre vie privée et dans notre vie professionnelle. Et je pense que en fait, la question du sens, de la RSE, c'est à la fois une partie de la solution et du problème, en fait. Donc la crise sanitaire, ça a été un moment de révélation sur l'interrogation en cours sur le marché du travail, pour ceux qui ont eu le luxe d'y penser. Parce qu'effectivement, on parle de beaucoup de catégories socio-professionnelles ici. Il y a ceux qui étaient au front, et je pense qu'ils n'ont pas eu l'occasion beaucoup d'y penser, ou alors après. Et effectivement, il y a d'autres populations qui ont eu ce luxe. En creux, on peut voir une contestation de la valeur identitaire du travail et des velléités d'une relation plus équilibrée. Mais en fait, tout ça, ça se mêle à maintenant des tentatives de ce que j'appellerais en fait de sense washing. Vous connaissez le greenwashing, donc dire qu'on fait des investissements verts ou quelque chose comme ça. Et maintenant, en fait, les entreprises ont compris que c'était une partie de la solution de la rétention, notamment des jeunes, et donc vont vendre du sens jusqu'à ce qu'il n'y en ait absolument plus. Je travaille avec les organisations. Je n'ai jamais rencontré une organisation qui m'a dit ce qu'on fait n'a aucun sens.
Donc voilà, je crois que, mais comme pour la RSE, il faut distinguer le grain de livret et se dire, voilà, qu'est-ce qui a du sens, etc. Sachant que, encore une fois, c'est une construction à l'interface de l'individuel et du collectif. Donc voilà, je me méfie toujours de ces tentatives de mettre le sens au centre. C'est une partie de l'équation. En revanche, encore une fois, on est face à des subjectivités, donc c'est compliqué de répondre en généralité. Et pareil, c'est comme pour la transition écologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'on fait concrètement, etc. Donc c'est les mêmes problématiques. Et je pense qu'il faut pas trop être naïf non plus. Il y a beaucoup d'artifices. Voilà, donc il faut voir précisément ce qui est en jeu. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'intervention de M. Doll, c'est effectivement, mais ça je pense qu'on en est tous conscients, c'est le poids démesuré de la formation initiale, qui rend difficile l'accès à l'information et à la bifurcation. Et justement, les études montrent que même chez les diplômés des plus grandes écoles, en fait, on se retrouve face à un éventail particulièrement étroit d'options professionnelles. Donc, c'est-à-dire que toutes les catégories sont touchées. Et vous avez des chercheurs aux États-Unis, des sociologues, qui vont identifier donc, ce phénomène d'entonnoir à carrière. Et ils se posent une question très naïve, mais à la fois naïve et brillante, c'est dans ces écoles qui ouvrent toutes les portes, pourquoi, à la sortie, les gens ne font que 2-3 métiers. Et bien, dans ces grandes écoles, vous pouvez dire avec certitude ce que vont faire vos étudiants à la fin. Et donc, ils vont dégager des mécanismes dans ces populations d'élite. Ils vont voir Harvard et Stanford. Ce sont des phénomènes sociologiques. Il faudrait voir comment ils s'importent chez nous, mais globalement, ces mécanismes peuvent se retrouver. Et ils vont mettre l'accent en fait sur la malléabilité des étudiants, déclenchée en fait par le manque de connaissances sur l'éventail des carrières possibles, même chez ces étudiants d'élite. Un esprit de compétition qui est alimenté, alors ça c'est particulier chez eux, du fait de leur positionnement relatif sur le marché du travail, mais avec cette frénésie de recrutement, etc. Et l'intériorisation en fait de niveaux de prestige différenciés des carrières professionnelles, qui vont jouer en fait sur des insécurités, ils vont chercher quelque chose qui est digne de leur diplôme, etc. Et en fait, si vous voulez, chez eux, c'est un peu la traduction de l'extension professionnelle d'un bon élévisme qui consiste en fait à faire ce qui est attendu de vous. Voilà. Donc même chez ces populations d'élite, en fait, si vous voulez, il y a vraiment cet entonnoir extrêmement puissant. Et même chez eux, le coût de faire une bifurcation est énorme du fait voilà, de ce qui vient avec tout ce prestige qu'ils ont, qu'ils ont accumulé. Et après, une fois en entreprise, vous avez d'autres mécanismes qui vont prendre un peu le relais, donc des mécanismes de rétention, etc. Et comment dire, alors moi mes recherches portent plutôt sur ces populations-là, mais ces mécanismes vont en fait se retrouver chez d'autres populations, mais avec un positionnement sur le marché du travail bien différent. Voilà, un peu moins entre guillemets luxueux, mais en revanche, vous allez retrouver l'étroitesse des choix perçus, accès à l'information, etc. Et ça vient vraiment, mais là, c'est plein de choses. C'est une détermination, mais qui vient, initialement, voilà, c'est une détermination sociale, c'est un accès à l'information, c'est aussi, encore une fois, il y a beaucoup de retenues psychologiques par rapport à cette formation et cet environnement initial. On sait que beaucoup de gens ont cette envie de bifurquer. En revanche, on voit que le pourcentage est beaucoup moins élevé, ceux qui passent à l'action. Parce qu'il y a plein de freins, et les principaux freins, ils sont aussi psychologiques. C'est-à-dire que je suis sûr qu'on a tous les outils pour bifurquer. En revanche, est-ce qu'on pense vraiment qu'on peut le faire? Et est-ce qu'on peut vraiment le faire après avoir passé, voilà, pour certaines catégories, ce cap des 20 ans et de cette voie qui est devant nous, de cette autoroute. Je pense qu'on se pose beaucoup plus la question parce que les carrières sont beaucoup plus fragmentées. Et donc voilà, la question se pose encore plus. Il y a des récits de reconversion spectaculaires, mais c'est extrêmement compliqué de faire cette démarche, quand bien même on a les outils, tout simplement parce que, et je pense qu'on peut quand même parler, pas d'une spécificité française, parce que relativement vous pourriez trouver ça dans d'autres pays, mais quand même, j'ai l'impression qu'on est particulièrement sujet à ce genre d'autoroute, dans le sens où voilà, ce que vous avez étudié en fait à l'université va déterminer ce que vous pouvez faire. Alors que, par exemple, dans des pays anglo-saxons, vous pouvez avoir étudié, je sais pas, l'histoire intellectuelle au XIXe siècle et faire de la finance. Comment voulez-vous faire ça ici?
c'est impossible. C'est pas impossible, je veux dire, ça a un coût énorme. Et c'est pas dans les mentalités. Donc oui, je pense qu'on a vraiment cet effet entonnoir et qu'on fait... et en fait, si vous voulez, on produit un désir de faire voilà, ces carrières-là. Mais pareil pour comment dire, les classes ouvrières, où il y avait d'anciennes recherches qui montraient qu'en fait, on apprenait à vouloir, à désirer. Et ça veut dire que voilà, on s'auto-éconduit de certaines voies. Mais on apprend à désirer et on est bien là où on est. Donc voilà, c'est cet apprentissage qui se fait au long cours, hein, et qui est lié à plein de choses, et notamment à l'environnement familial, à l'information, etc. Mais oui, et honnêtement, j'ai pas de solution miracle. Voilà. Si je peux rajouter très, très brièvement, je pense que je suis d'accord évidemment avec ce que M. Dupas-Mory disait, mais c'est vrai qu'en partie c'est un peu aussi de la façon dans laquelle on raisonne toujours autour de métiers plutôt que de compétences. Donc ce qu'on a fait, je pense qu'on fait un peu partout, hein, les gouvernements commencent à l'intégrer pour l'emploi et les autres équivalents de Pôle emploi à l'étranger, on commence à réfléchir aux professions comme un ensemble de tâches et de compétences. Et donc, la reconversion n'est pas aussi difficile qu'elle peut le sembler. C'est-à-dire, on ne demande pas aux adultes, parce que ça serait très compliqué, comme mon collègue vient de le dire, de demander à quelqu'un de retourner à l'université, se reformer pour encore 4 ans et après commencer dans une autre profession entièrement différente. Mais il y a des transitions qui peuvent se faire, qui peuvent paraître, quand on regarde la profession lointaine, mais en fait, quand on regarde les compétences, les aptitudes qui sont nécessaires, il y a des parallèles, et donc on peut justement identifier les déficits de compétences, ce qui manque, et se former sur ce qui manque, sur des formations beaucoup plus courtes et beaucoup plus adaptées aux besoins des adultes. Alors, ce dont on parlait, c'était surtout des adultes très qualifiés qui sortaient de grandes écoles ou de Harvard, de Stanford. C'est un discours un peu différent. Mais si on réfléchit à des adultes qui ont déjà une expérience relativement, disons, qui ont des basses qualifications, donc probablement une expérience pas très positive de l'école, alors lui demander de se reformer, de passer 2 ans, au-delà même des implications financières qui peuvent y être pour eux, parce que c'est quand même peu qualifié, peu payé, etc. Mais si on lui demande par contre de faire un cours, de se reformer plus court, de quelques semaines, d'un mois seulement, pour se focaliser sur les faiblesses et sur ce qui peut lui permettre de, après, basculer sur des emplois qui sont plus prometteurs, ça devient plus faisable. Donc je pense que ça fait, donc c'est la mentalité qui change des entreprises, des particuliers et aussi de toutes les institutions qui facilitent cette transition, y compris par exemple Pôle emploi. Et je sais que Pôle emploi est quand même un des services publics de l'emploi qui a mis en avant cette approche, vraiment de dire, OK, vous êtes chômeur, quelles sont les compétences du chômeur plutôt que juste l'histoire professionnelle, et pour les entreprises, d'exprimer leurs besoins en termes de compétences, pas seulement en termes de profession, pour qu'on puisse considérer un ensemble plus élargi à la fois de professions et de candidats. Et en plus, je pense que ça peut aussi permettre d'adresser certains, disons, pénuries qui peuvent être des vraies pénuries, c'est-à-dire des pénuries dues au fait qu'il y a peu de personnes formées vraiment pour cet emploi. On peut choisir à partir d'autres catégories professionnelles avec un peu de formation qui accompagne une transition de ce métier à celui qui a un pénurie, par exemple. Merci. Alors, je vais donner la parole à Florence Blatrix-Contat pour question rapporteur. Et puis ensuite, à nos collègues, on fera un tir groupé des questions que vous pourriez avoir pour conclure. Donc, Florence, pour commencer. Puis... Oui, merci beaucoup. Monsieur Dupas-Mory, vous avez évoqué le sujet du contrat psychologique, qui est en effet très important, mais voilà, comment est-ce qu'on peut avoir, à partir d'un contrat psychologique qui a une part quand même individuelle, construire des politiques publiques
à partir de cela, avoir une action globale en prenant en compte ce contrat psychologique. Comment est-ce qu'il faut en définir les dimensions? Vous évoquez aussi la question du sens. Alors la question du sens, elle n'est pas nouvelle, elle avait été abordée par David Graeber, par les bullshit jobs. Et en fait, une entreprise peut avoir du sens, et des emplois au sein de cette entreprise peuvent aussi ne pas en avoir. Par exemple, récemment, une étude a été publiée sur les réunions dont un certain nombre seraient finalement pas extrêmement utiles. Donc, est-ce que les organisations aussi s'interrogent sur, en interne, comment est-ce qu'on donne du sens au travail? Voilà, est-ce que c'est quelque chose aussi qui pourrait permettre de motiver les salariés? Est-ce que la notion de salaire d'efficience qui avait été évoquée voilà, par des économistes il y a quelques années a toujours du sens aujourd'hui pour ceux qui recherchent un emploi? Est-ce que finalement, derrière le manque de sens et plein d'autres reproches sur l'emploi, il n'y a pas finalement le salaire qui ne serait pas jugé suffisant? Et tout ça, c'est aussi lié aux questions de pouvoir d'achat. Donc, je ne vais pas aller sur d'autres sujets parce que je vais laisser mes collègues aussi peut-être poser des questions. Sur les questions de notre rapporteur, allez-y peut-être. Oui, du coup, effectivement, Graeber posait la question de la construction du sens individuel plutôt chez les cols blancs, il l'aurait appelé ça comme ça. Je rebondis plus sur qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, on peut reconnaître qu'il n'y a pas de meilleure organisation dans l'absolu. En revanche, j'imagine qu'on peut mettre en place des politiques publiques pour, améliorer les possibilités de mettre en place du télétravail, la semaine de 4 jours, etc. Sachant que tout ce volet organisationnel qui, je pense, est très important, n'est pas bon en soi et il doit toujours être contextualisé dans un secteur, dans une entreprise. C'est pour ça que c'est difficile aussi de dire des généralités. Mais par exemple, le télétravail, c'est pas quelque chose qui est bon en soi. Si on permet le télétravail et, par exemple, ça permet une reproduction d'une division genrée, je sais pas, du ménage, etc., c'est pas quelque chose d'extrêmement positif si ça sert à ça. La semaine de 4 jours, si vous êtes dans une entreprise, vous vous sentez pas, psychologiquement bien dans votre travail, y aller 5 jours ou 4 jours, vous y allez en gagner un peu, mais c'est pas quelque chose de réjouissant. En fait, il faut réfléchir, en tout cas sur le volet organisationnel qui est vraiment important pour moi, comme on réfléchit à un mix énergétique en fait. On a un mix énergétique avec, notre pays fonctionne avec, tant de pourcents de nucléaire, etc. En fait, c'est plutôt la compatibilité et l'équilibre entre les différents dispositifs d'organisation du travail, que ce soit en temps de travail. Vous parlez de salaire d'efficience, je pense totalement que c'est une partie de l'équation. C'est une seule partie de l'équation, comme je vous l'ai dit. Un autre levier qui me paraît important, c'est la redéfinition du management, et notamment, alors je sais que ça paraît très angélique, mais en fait non, je pense que c'est très pragmatique, surtout en ce moment. C'est le care management pour susciter un engagement positif au travail. Et ça nécessite de former les managers, de communiquer sur ces manières de manager qui en fait vont permettre non pas que le manager devienne le psychologue de ses salariés, c'est pas du tout ça, mais juste qu'il ait ce socle de compétences et savoir ce qui se passe, comment, et aussi ces manières de manager. Je pense que c'est vraiment un levier organisationnel extrêmement puissant et qui va se jouer au long cours, etc. Mais je pense aussi que c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, sur la question du sens, c'est quelque chose de très subjectif, donc ça fait partie de l'équation, mais voilà, on est encore dans la matière humaine, donc c'est très compliqué de faire des généralités. Mais pour moi, si vous voulez, il y a plusieurs choses. C'est donc le volet organisationnel, la redéfinition du contrat psychologique, donc avec chacun des leviers dont on a pu parler lors de cette séance, et une redéfinition du management avec de nouvelles techniques beaucoup plus modernes. Et je pense que, en tout cas, on ne peut pas freiner la mutation au long cours. En revanche, on peut l'accompagner
et susciter l'engagement de ces manières-là. Merci. Alors, je me tourne Oui. vers les collègues qui sont... Est-ce que vous avez des questions, les uns ou les autres? Pas de questions? Si. Monsieur Cuper. Et est-ce qu'il y en aura d'autres? C'est pas une derrière? question, c'est une remarque. Pardonnez-moi. J'ai pas entendu du tout, depuis une heure, le mot « aimer son travail ». On ne peut pas travailler sous contrainte, mais comment faire pour inciter les gens à trouver un travail, puisqu'il y en a, il y a des, je pense que trouver du travail aujourd'hui pour celui qui veut, il trouve, d'aimer là où on est, et ça, c'est pas quelque chose qui s'organise, c'est l'entreprise qui crée ça, mais cette relation, et je crois que le fait d'aller sur le télétravail, psychologiquement, rompt l'intérêt d'être dans l'entreprise et d'aimer justement et d'échanger. Donc il y a une rupture qui ne crée pas l'esprit d'entreprise et qui ne facilite pas justement l'emploi. Est-ce que les formations peuvent aider justement à ce que les gens aillent là où il faut, bien orientés, etc., et apprécier ce qu'ils font et ne pas aller comme des chiens battus pour travailler? Merci Pierre. Oui. On va prendre Je aussi, veux bien répondre Vincent, aussi. Vincent, si tu veux. Oui, juste, on entend de plus en plus. Enfin, ma question c'est est-ce qu'on ne paye pas les effets de la culture de l'élite permanente? Je m'explique. Quand on entend les jeunes, ils veulent gagner de l'argent très vite. Ils sont attirés par les startups, enfin par les licornes, hein, parce qu'ils baignent dans ce monde-là. Donc ils se disent gagner de l'argent sans faire trop d'efforts. Et puis au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que il n'y a qu'une petite proportion qui va pouvoir bénéficier de cette vie-là. On ne met jamais la lumière sur ceux qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui ont du plaisir à travailler, qui ont une situation de famille, qui ont une fierté, qui élèvent leurs enfants. On n'a jamais la mise en lumière des gens simples qui composent 85% de la population française. On a toujours cette lumière sur l'élite. Et quand ils ont pas, quand ils voient que d'arriver à l'élite, c'est juste pas possible, ils se disent, tout compte fait, si je suis au chômage et puis si j'ai les aides sociales, je vais vivre presque aussi bien. Est-ce qu'on ne paye pas aujourd'hui cette vision des choses? Est-ce que le goût de l'effort est resté le même? Est-ce qu'il s'entretient? Enfin, vous avez plus ou moins répondu à ces questions-là. Vous parliez tout à l'heure, on apprenait à désirer. Maintenant, est-ce qu'on apprend toujours à désirer? C'est sûrement pas le cas. Merci. Alors, donc, on va conclure en répondant à ces ultimes questions. Oui. Madame Est-ce que je peux prendre la parole? Je vais essayer. Alors, c'est plutôt des remarques que des questions. Je pense que la question d'aimer ce qu'on fait, alors au-delà évidemment que c'est très important, par exemple, moi je la lie à ce qu'on a dit sur l'orientation professionnelle et sur aussi le conseil en évolution professionnelle. Alors, un conseil en évolution professionnelle bien fait, une orientation professionnelle bien faite, tient en considération quand même les aptitudes, les préférences des gens. Donc, je pense que c'est très important et ce qui manque aujourd'hui, c'est pour les jeunes et pour les adultes aussi d'être informés de quelles sont les opportunités, les motiver, leur faire comprendre que les opportunités sont là, sans pour autant nécessairement les forcer à entreprendre des carrières qui, oui, sont porteuses, mais qui ne sont pas forcément en lien avec leurs désirs, leurs aspirations. Et je crois que ça, on le voit beaucoup dans les pays qui sont en train d'essayer d'améliorer le conseil d'évolution professionnelle, disons la career guidance, comme on l'appelle, pour les adultes. Souvent, l'orientation pour les adultes se fait au sein des services publics de l'emploi.
Ce qui fait que c'est très utilitaire, c'est perçu comme très utilitaire parce que forcément c'est ça le but du service public de l'emploi, de prendre les chômeurs et de lui trouver un emploi qui est porteur plus ou moins selon les systèmes. Il y a parfois des contraintes on doit rester dans l'emploi au moins un certain nombre de mois, mais c'est toujours utilitaire et donc c'est moins adapté aux transitions où on doit vraiment comprendre ce que la personne peut faire, ce que la personne est intéressée, sur quels emplois elle peut être intéressée à basculer, quel est l'effort qu'elle doit faire, lui faire comprendre, lui motiver, etc., à faire cet effort. Donc je pense que là, c'est un peu où je vois le lien avec votre propos, qui est très raisonnable et correct, avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Qu'il y a toujours cet élément de faire ainsi que les gens choisissent quand même quelque chose qu'ils aiment. Et après, il y a l'effort du management, comme on l'a dit, et de l'entreprise. Dans la motivation, je reviens sur le point que j'ai fait avant, je ne vais pas les répéter, mais je pense qu'il y a effectivement des formes d'organiser le travail qui sont plus motivantes, qui donnent plus de possibilités aux employés de s'investir dans le travail et donc d'aimer ce qu'ils font parce qu'ils apprennent en continuation, parce qu'ils ont des moyens d'avoir plus d'autonomie, plus d'intérêt pour ce qu'ils font. Quand on pose la question en fait d'aimer son travail, je dirais que voilà, il y a des emplois qui sont plus facilement aimables que d'autres. Par exemple, voilà, être chercheur, c'est relativement simple d'aimer son métier, etc. Il y aura toujours une frange de la population en fait pour qui ce n'est pas une question. On travaille pour subvenir à ses besoins, etc. La question n'est pas d'aimer. En revanche, là où ça devient problématique, c'est où des métiers aimables. Par exemple, je pense à la santé. En fait, on n'aime plus travailler parce que les conditions sont telles que et quand je rencontre ce genre de population où ça pourrait être évident, le rôle social qu'ils ont, c'est pareil pour les professeurs dans les collèges, etc. En fait, les conditions de travail font que, même eux, cette utilité sociale incroyable qu'ils ont pour nous, en fait, ils ne peuvent plus le faire, ils s'en vont. Et d'ailleurs, c'est l'un des secteurs où les gens s'en vont, la santé. Parce que les conditions de travail font qu'on n'arrive plus à aimer son travail, parce qu'on n'arrive plus à le faire. Il y a un dilemme. Il y a un dilemme. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est un accélérateur des tendances longues. Et Oui, c'était déjà avant, mais surtout après Covid, il y a eu un effet, parce qu'on a vraiment mis la lumière, on a dit c'est du travail pénible, etc. etc. Ouais. Et alors que plutôt de les mettre en avant, etc., on l'a eu cette période-là, mais après on est vraiment passé en disant c'est pénible, Ouais. c'était répétitif. Je vous dis, l'information est toujours négative, quoi. C'était un peu... Oui, et c'est ce que Coralie Pérez aurait dit, voilà, c'est le dilemme éthique en fait, c'est-à-dire qu'on aime faire son travail, on aime l'activité qu'on fait, mais on n'a plus les moyens de le faire, et du coup ça vous met dans un état absolument intenable, et du coup voilà, vous ne pouvez plus faire votre activité. Je voudrais juste rebondir sur le côté élitiste. Effectivement, c'est une des modalités aussi de traduction de la grande démission chez nous, c'est-à-dire qu'on a mis le coup de projecteur chez des cadres ou chez voilà, des jeunes diplômés, etc. C'est en soi intéressant cette traduction qui a eu lieu chez nous, et je suis d'accord qu'il faut voilà, voir ce panel de manière un peu plus large. Et j'ai parlé de cette population-là parce que mes recherches portent sur eux, mais je suis totalement d'accord avec vous sur voilà, le fait de... et je crois que c'est aussi le sens voilà, des middle skills, etc. Et je pense que c'est extrêmement intéressant et c'était assez complémentaire du coup. Merci. On va terminer nos échanges à ce niveau-là. Il y a 1000 autres questions. J'en avais, tu en avais aussi. Oui. On les met de côté. Le temps passe trop vite. Je peux prendre la parole de votre participation. Vous êtes prêté au jeu des questions et ça éclaire beaucoup l'intérêt du travail de nos rapporteurs. Désolé des difficultés. Je pense que M. Doll n'est plus en ligne, donc on a eu... si, je suis en ligne. Je veux dire aussi que dans ce pays, je suis en ligne aussi pour les échanges et le travail, en fait. Parce que c'est frustrant pour ceux qui se trouvent avec pas de bande passante à l'endroit où ils sont. Et ce qui veut dire que tout le monde ne peut pas faire du télétravail. Et de la formation à distance. Merci beaucoup, madame, monsieur.